Bonsoir, la nuit est à vous sur Europe 1 jusqu'à 1h. Alors je vous invite à appeler le 39 21 pour nous parler de vous, de tout ce qui fait votre quotidien, de ce qui vous empêche peut-être d'avancer en ce moment dans votre vie. Et avec l'aide de ceux qui nous font l'amitié d'être à l'écoute, nous cheminerons ensemble pour vous aider à aller de l'avant. Ce soir au standard, vous serez accueillis par Quentin et Clémence avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez également faire entendre votre point de vue en nous écrivant sur le site europe1.fr ou par texto au 7 21 21 code nuit. 39 21, je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Et justement, des messages qui arrivent déjà au 7 21 21. Jojo qui nous dit « Je viens de perdre mon travail et grâce à l'émission et au témoignage des auditeurs, je reprends courage car toutes les nuits se crée un élan de solidarité, d'écoute et d'échange. » Écoutez, merci Jojo, ça fait du bien de savoir que justement ça vous redonne un peu confiance. Et puis sachez que si vous voulez un soir appeler pour nous parler de vous, nous dire peut-être un peu où vous en êtes, dans quelle branche vous êtes, vous serez vraiment le bienvenu. Sergio nous écrit pour dire Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Plein de bisous pour te remercier de tes mots flatteurs et touchants d'hier soir. Alors pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute hier soir, c'est vrai qu'il y avait des témoignages, je crois que c'était suite, à un moment Anne m'en disait les hommes, de toute façon ça sert à rien. Elle envoyait un SMS et disait hormis Sergio et Georges. Voilà. Donc, Sergio lui rend la politesse ce soir. Allez, on accueille tout de suite Suzanne qui a composé le 3921, numéro que vous pouvez composer jusqu'à 1h puisque nous sommes en direct, bien sûr, comme tous les soirs. Bonsoir Suzanne. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très très heureuse de vous entendre et de vous parler parce que j'écoute, comme je disais à Quentin, j'écoute votre émission tous les soirs, dès 11h, je suis branchée Europe 1. Merci. Et j'ai envoyé un petit mail ce soir, je pensais pas passer aussitôt à l'antenne, j'ai un petit peu le trac parce que Vous ne vous étiez pas préparé à passer si vite. Comment ? Vous ne vous étiez pas préparé à passer si vite. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Alors, vous nous avez envoyé un mail avec votre numéro de téléphone, bon, alors on vous a rappelé. On est beaucoup plus à l'aise à écrire sur le PC que de vive voix comme ça. Oui, forcément. Sachant qu'on passe à l'antenne. Oui. Donc je vais essayer de vous schématiser mon petit parcours. Oui. Donc j'ai 57 ans, je suis divorcée depuis 11 ans, j'ai 4 enfants, des petits-enfants, de ce côté-là tout va bien, c'est le bonheur. Oui. Seulement je voudrais comme beaucoup refaire ma vie, reconstruire quelque chose. Oui. Et je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas pour la bonne raison, je crois avoir pu décoder ce qui n'allait pas. Je n'ai jamais aimé mon père. Je n'ai jamais vu d'amour entre mon père et ma mère. J'étais l'objet entre leurs deux parce que c'était un couple qui ne s'entendait pas, qui ne dialoguait pas. Et j'étais un petit peu le tampon, si vous voulez, en clair. Je devais faire la malade pour qu'ils s'aperçoivent que le soir j'étais pas au repas et ça l'obligeait, si vous voulez, à reprendre le contact avec ma mère. Et j'étais obligée de jouer le jeu. C'était très dur pour moi.
C'est la stratégie que vous aviez trouvée, développée C'était ma finalement. mère qui m'avait demandé d'aller monter me coucher avec mon cartable quand je revenais de l'école et puis d'imaginer un mal de ventre, un mal de dents, un mal de gorge. Wow. C'était à la demande de votre mère. Voilà, oui. Ouh là là. Et alors évidemment, quand mes parents allaient se coucher, il était obligé de traverser, évidemment, hein, c'était pas du moderne comme maintenant. Il était obligé de traverser notre chambre, il me voyait au lit. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive, quoi? C'était les seuls mots que j'obtenais de lui. Sinon, quand tout allait bien, il ne me regardait pas, il ne nous regardait pas. J'avais deux frères. Il y en a un, l'aîné, il n'en a pas souffert du tout parce qu'il était très très indépendant, donc il a très bien vécu ça. Le deuxième un peu moins bien, et moi encore moins. Alors l'ironie du sort, c'est que je faisais donc la malade, mais ça arrivait très souvent. Puis le lendemain, j'étais sur pied, évidemment, il fallait bien retourner à l'école. Mais quand il est décédé, 15 jours après, je suis tombée malade pour de bon. Mais pour de bon, malade pour 1 an. C'est un petit peu peut-être dur à croire, difficile à croire. Non. Mais... Et une maladie sérieuse alors. Oui. Peut-être qu'à l'heure actuelle, ce serait moins sérieux, mais j'ai fait une angine, donc 15 jours après son décès, qui a mal viré, et qui a tourné un rhumatisme articulaire aigu. Donc évidemment, en 68, c'était quand même... Non, mais vous avez raison de relever, c'est quand même très symbolique. Et moi, cette maladie, je l'ai bien vécue parce que j'avais un moment pour moi toute seule. Voilà, quoi, finalement... oui, j'ai été consultée des psychothérapeutes, donc c'est toujours ça qui revenait comme un leitmotiv, ça revenait toujours. La relation avec votre père. Ah oui. Et mais il arrive un moment, j'arrive plus à en parler parce que j'ai tout dit et j'arrive pas à décortiquer, à sortir de ça. Mais voyez, maman est encore en vie, elle a 89 ans. Oui. J'appréhende, c'est pour vous dire, j'appréhende le jour où elle va partir, où il va falloir aller sur la tombe de mon père pour inhumer maman. Je ne sais pas aller sur la tombe de mon père, je ne peux pas. Donc j'ai l'impression qu'il m'a détruit quelque chose, quoi. Oui, vous n'êtes pas en paix avec lui, vous n'êtes pas apaisé par rapport à cette relation. Alors, on me le dit, on m'a dit, mais va faire la paix, va sur sa tombe, dis-lui que tu lui as pardonné. Je ne peux pas. Alors, je suis pourtant pas rancunière, c'est pas. Non, mais c'est bien au-delà. Ouais, ça me fait souffrir énormément. Je suis dépressive et c'est vrai que. Qu'est-ce qui vous fait souffrir, finalement? Ouais, ça me fait souffrir. Mais qu'est-ce qui vous fait souffrir? J'aurais tout pour être bien, mais bon, voilà. C'est ce passé qui me rattrape. De quoi souffrez-vous le plus, finalement? De solitude et de dépression. Oui, mais quand vous dites ça me fait souffrir, qu'est-ce qui vous fait souffrir? Vous avez enchaîné en parlant de votre père, vous avez dit je suis pas rancunière, ça me fait souffrir. De voir que je ne peux pas lui pardonner. Parce que j'ai le pardon facile, là. Je suis quelqu'un j'ai un caractère assez cool, là, assez... Oui. Bon. Mais là, Qu'est-ce que vous ne lui pardonnez pas? De ne pas m'avoir aimé, tout simplement. Voilà. Parce que j'ai pas eu... Mon père, c'est le premier homme de ma vie. J'ai pas eu l'impression qu'il m'aimait. Peut-être que si, je ne sais pas. Oui. Mais il ne le faisait pas voir. Voilà. Je travaillais bien à l'école. J'étais une petite fille sérieuse, tranquille et tout. Enfin, peut-être pas un modèle, mais j'étais quand même une bonne élève. J'ai jamais eu de compliments, jamais rien. Je faisais vraiment un détachement, une indifférence qui faisait mal. Qui vous a fait très mal, oui. Qui continue à vous faire mal. Oui, voilà. Et j'essaie d'en parler avec mon frère aîné, puisque le deuxième est décédé maintenant. Lui, il a vécu ça d'une façon beaucoup plus détachée. Donc, on n'arrive pas à... C'est un garçon déjà. Donc, oui, c'est un garçon. Oui. Il avait peut-être l'amour de sa mère. Voilà, donc, tout à fait. Vous voyez, vous dites en tant que petite fille, l'amour de votre père, c'était important. Oui. Pour vous construire aussi dans votre féminité. Vous voyez, le premier amour d'homme que j'ai eu, quand j'étais au lycée à 12 ans, j'avais une camarade qui voyait son papa de temps en temps à la sortie du lycée.
Et ce monsieur-là, que je ne connaissais pas, il voyait que j'étais toujours avec sa fille, évidemment, eh ben, il m'avait prise en amitié. Et c'est vraiment le premier amour que j'ai reçu à 12 ans, 13 ans, d'un monsieur qui ne mettait rien. Vous voyez, je me suis dit, mais cet homme, je l'aime mieux que mon père, quoi. Oui. Parce que oui, parce qu'il vous témoignait voilà, de l'attention, voilà, de l'intérêt. tout à fait. Oui. Tout à fait. Il vous voyait, lui. Voilà, il me voyait, tout comme j'étais avec, voilà, il me voyait. Mais vous me dites en même temps, Suzanne, que votre père ne voyait pas plus vos frères, votre mère, enfin, était dans une bulle, hein, finalement. Oui. Il faisait son petit travail parce que bon, ben, mes parents étaient dans un commerce, donc il faisait son petit travail de son côté, mais bien à part de ceux de ma mère, ils se mélangeaient pas. Il avait chacun leur rôle, mais il était content d'être dans son local, à faire ses préparations et tout ça, et il éprouvait pas le besoin d'avoir un contact avec personne. Il était ours, si vous voulez, ours. Mais enfin bon, entre ours avec les uns les autres et ours avec ses enfants, je pense qu'il y a une différence, quoi. Oui, mais vous avez d'ailleurs à un moment rectifié de vous-même en disant il m'a pas, je souffre du fait qu'il m'ait pas aimé. Oui. Et puis vous avez dit peut-être qu'il m'a aimé au fond, mais peut-être qu'il savait pas le montrer. Oui, ben ça évidemment, je ne peux pas, il y a que lui qui le sait. S'il avait quand même. Mais ça avait l'air d'être, enfin vous dites un homme comme ça très replié, très renfermé, peut-être n'allant pas très bien, peut-être dans une forme de dépression, je ne sais pas. Enfin, vous avez pu à l'âge adulte, il était toujours dans cet état-là. Vous n'avez jamais pu parler finalement avec lui. Non, parce que j'ai perdu, j'avais 12 ans. Ah, mais oui, c'est ça, j'avais pas fait. Donc, oui, vous l'avez encore perdu. Une gamine, quoi. Ah oui, en plus. Oui. Oui, il y a eu ce décès en plus. Même quand il y avait des petites cérémonies familiales, il ne voulait jamais venir avec nous. Les Noëls, rien. De quoi est-il décédé rien, donc, De quoi est-il décédé Pardon? Il est décédé. Il est décédé d'un cancer du poumon, oui. Donc le peu de bonheur qu'on a eu, bon, mes parents n'étaient pas riches, mais ça c'est pas une tare. Hein. Le peu de bonheur qu'on a eu, c'est grâce à maman, parce que lui ne voulait rien entendre. Donc c'est vrai que je lui en veux. Qu'est-ce qu'elle en dit, votre mère? Vous en avez parlé avec elle de ça, de l'attitude de votre père? Bien sûr que quand elle était plus jeune, bon maintenant elle a 89 ans, mais il y a prescription, mais quand elle était plus jeune, oui bien sûr on en a parlé, mais elle aussi elle n'a pas été heureuse, hein, c'est certain qu'elle n'a pas été heureuse avec lui non plus, mais bon, on se plaignait moins dans ce temps-là peut-être, on n'exprimait pas ses états d'âme, quoi, je crois. Hein. Elle a beaucoup travaillé, bon. Mais il n'a jamais manifesté été tendre, attentionné vis-à-vis d'elle, à aucun moment. Ah non, elle l'a connue toujours comme ça. Non, je ne les ai jamais vus. Non, vous, mais elle l'a jamais. Elle l'a toujours connu dans cet état-là, j'ai envie de dire. Je crois, oui, je crois. Et par rapport à l'attitude qu'il avait vis-à-vis de vous, les enfants, vous l'avez interrogé là-dessus? Il a toujours été comme ça, même quand vous étiez bébé ou? Ah ben oui, elle m'a dit. D'ailleurs, bon, le peu que maman m'a dit, bon, il s'est marié, il était déjà âgé, il voulait pas se marier. C'est maman qui lui avait forcé la main. Bon, elle avait 27 ans, c'est maintenant où. Bon. Il était beaucoup plus âgé qu'elle. Oui, il avait 13 ans de plus qu'elle. Hein? Moi, j'ai le souvenir aussi, peut-être aussi, ça m'a. D'un papa déjà vieux, voilà, de quelqu'un d'aigri. Il avait 40 ans, quoi, quand il s'est marié avec votre mère, donc. Tout à fait. Mais voilà, c'est. Alors, c'est vrai que quand je fais mes séances les quelques séances de psychothérapie que j'ai faites, bon, ben, j'ai dit tout ce que je vous dis à vous. Il arrive un moment où je bute parce que je n'arrive plus à aller de l'avant, et je suis persuadée que dans le jour d'aujourd'hui, ma relation avec les hommes, elle bute de la même façon. Oui, tout à fait. Hein, je suis très attirée. Bon, je suis pas super érudite, mais je suis très attirée par tout ce qui est psychologie et tout. Et j'ai l'impression que voilà, je retransmets vis-à-vis des hommes que je rencontre ce qui m'a fait souffrir.
Enfin, je me fais peut-être pas bien comprendre, mais. Oh si, c'est très très clair. Vous avez peur, il y a une peur, de toute façon, il y a une image très négative Voilà, des tout à hommes. fait. Hein. Voilà, oui. Il y a une image très négative, il y a une déception terrible aussi. Tout à fait, oui. Hein, il y a une blessure terrible. Donc c'est difficile de pouvoir investir la relation, de faire confiance. Voilà. Alors, vous voyez, le dernier monsieur que j'ai fréquenté, ça a duré une bonne année. Et puis, là, au départ, c'était super bien, tout. Et puis, petit à petit, le doute s'est installé. J'avais l'impression qu'il me cachait des choses, et ci et ça. Je voyais plein de points d'ombre, quoi. Voilà. L'image du départ était gâchée. Forcément. Était tachée. Oui, vous doutez. Voilà. Je doutais. Parce qu'un homme peut véritablement vous aimer. Énormément. Vous auriez terriblement besoin d'être rassuré. Oui, voilà. Mais vous vous êtes quand même marié, dites-moi, puisque vous dites que vous êtes divorcé, vous avez 4 enfants, des petits-enfants, oui, donc à un moment vous avez quand même fait le choix d'épouser un homme, bien de faire sûr, des enfants avec lui, sûr, donc mais vous probablement trop hâtivement, parce que j'avais 18 ans, et puis les enfants sont arrivés. Vous êtes restés combien de temps ensemble? 26 ans. Ben quand même. Oui, mais bon. Oui, vous dites ça avec le recul, mais bon. Oui, mais bon. Oui, mais c'est pas rien quand même, Suzanne, non, parce que vous auriez pu passer à côté, voyez, même à dire être tellement blessé, tellement meurtri, finalement au point de ne même pas investir à un moment une relation et de ne même pas vouloir construire quelque chose avec un homme, et surtout pas un couple, et surtout pas une famille. Donc vous avez quand même réussi cela. Oui, mais bon, je pense aussi que le fait, j'étais jeune et je voyais pas les choses comme je les vois maintenant, quoi, aussi. Oui, mais enfin, ça veut dire qu'il y avait quand même en vous beaucoup d'allant, beaucoup de désir, beaucoup de, voyez. Il y avait la fougue de la jeunesse que je n'ai plus maintenant. C'est clair, je pense. Quand on est jeune, mais vous savez, on peut être jeune et aller mal, hein. Oui, bien sûr, malheureusement qu'il y a des jeunes qui vont mal, ça c'est clair, ça je sais bien. Bon, alors maintenant il y a évidemment il y a une interrogation aussi par rapport, il y a des choses c'est très clair de votre enfance qui remontent, vous vous interrogez sur du fait aussi de cette séparation, de votre divorce, de actuellement des histoires qui ne marchent pas comme vous le souhaiteriez, de votre avancée en âge, même si vous êtes encore jeune, mais de la peur aussi de la solitude. Tout à fait, oui. Finalement de la peur de vieillir seul. Enfin, il y a toutes ces questions. Et puis de partager ce qu'on peut partager. Hein, c'est monotone la solitude. Voilà, il y a tout ça. Enfin, il faut quand même pas oublier, Suzanne, ce que vous avez réussi à construire, hein, malgré tout. Parce qu'il y a des femmes avec une histoire comme celle dont vous venez de nous parler, qui n'auraient pas pu construire. La fougue de la jeunesse n'explique pas tout. Oui, mais vous savez, Caroline, j'ai eu aussi des hauts et des bas et des périodes de déprime très profondes qui m'ont même conduite à l'hôpital psychiatrique pendant plusieurs semaines. J'ai quand même vraiment des périodes sombres, hein, même encore actuellement. Hein. Oui, mais on sent bien, il y a que ce que vous vivez comme cette absence de reconnaissance de votre père, je dirais plutôt qu'absence d'amour, hein, parce que il n'arrivait pas à exprimer finalement ce qu'il ressentait. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressentait pas. Non, bien sûr, ça, évidemment, personne ne peut. Voilà. Ne le mais cette jamais, absence ça. de reconnaissance, de pouvoir être vue et reconnue, tu es ma fille et tu es belle et tu es intelligente et tu comptes à mes yeux et voilà, ça vous manque terriblement et donc finalement aujourd'hui vous avez peur de ne pas la trouver aussi dans les yeux d'un homme et c'est dur de faire confiance à un homme. Moi, je me dis, puisque lui m'a pas aimé, pourquoi qu'un autre homme m'aimerait? Voilà. En clair, c'est ça. Oui, vous ramenez bien sûr à cette relation initiale. Alors donc, même si quelqu'un me dit, alors si un homme me dit, qui me déclare sa flamme,
je deviens soupçonneuse. C'est oui, mais voilà. Suzanne, votre père était en difficulté, hein, déjà par rapport, dans sa relation avec son épouse, avec votre mère, et puis dans ce qui relevait de la paternité en elle-même. Parce que c'était pas seulement par rapport à vous, sa fille, mais également par rapport à ses fils, vos frères. Bien sûr. Donc il y avait quelque chose au niveau de cette transmission, dans la relation comme ça, père et enfant, qu'il ne pouvait pas, qu'il ne savait pas faire. Il ne savait pas faire, oui. Voilà. Donc après ça c'est son histoire à lui. Alors peut-être que après vous arrêtez un peu vite vos séances, c'est-à-dire que effectivement vous faites très bien le lien entre ce qui bloque dans votre relation, dans vos relations avec les hommes, et vous avez très rapidement compris que ça venait de la relation avec votre père, hein, ça vous avez très vite fait le lien. Mais vous pensez que une fois que vous avez fait le lien, c'est suffisant? Et que comme vous avez fait le lien, ça devrait pouvoir se régler dans la réalité. Mais il y a tout ce ressenti, tous ces sentiments, toute cette douleur qui est là, qui elle est encore extrêmement vivace et qui vous empêche d'avancer. Oui, mais et c'est de cette douleur-là dont il faut parler. Et ça, vous n'allez pas vous en défaire. Comment je peux faire pour aller plus loin? Il faudrait déjà, il y a Annie qui dit aimez-vous, on vous aimera, mais c'est ça va commencer par modifier un peu le regard que vous portez sur vous, travailler sur, au fond, vous distancier de votre père aussi, ça va être un peu parler de vous et de lui, mais pas seulement de vous à travers lui, de lui aussi, de son histoire, quelle a été son histoire à lui, pour qu'il ait un tel comportement de père. Oui, enfin, voyez. L'histoire à lui, je crois qu'il n'a pas une vie non plus très rose, donc il a reproduit peut-être inconsciemment aussi peut-être les souffrances qu'il a dû avoir dans son enfance, quoi. Je pense que c'était pas drôle non plus pour lui. Mais bon. Oui, mais si vous voulez, à un moment, vous allez pouvoir mettre ça à distance, mais je ne sais pas combien de séances vous avez eues. Disons que j'ai fait 2 ou 3, toujours 2 sur, je sais pas, sur une dizaine de séances. C'est probablement pas assez, mais c'est moi qui ai demandé à arrêter parce que je voyais plus ce que je pouvais dire. Peut-être que j'ai peut-être pas une capacité d'aller au-delà de certaines choses. Il n'y a pas tant à dire, il y a à ressentir. Ça demande un sacré travail, hein. Ah mais c'est oui. Hein? Ah oui, mais... je confirme Suzanne. Mais oui, je sais bien, Caroline. Mais parce que c'est pas seulement raconter des faits. Mais bien sûr que non, ça serait simple si c'était que ça. Voilà, c'est-à-dire c'est à un moment les retraverser et c'est aussi ressentir. Donc vous bloquez et c'est justement ce sur quoi vous bloquez qu'il faudrait approfondir. Mais évidemment. Évidemment, oui. Évidemment. Or, à ce moment-là, vous partez comme vous faites avec les hommes. Tout à fait, c'est ça. Alors que c'est là où vous commenceriez véritablement à avancer. Or, comme par hasard, vous prenez la fuite. Oui. Tout comme avec vous avez peur, au fond. Avec les hommes, c'est pareil. Enfin, les hommes, j'ai pas eu non plus beaucoup de relations qui ont duré à un moment, mais c'est vrai que au moment où ça commence à s'installer sérieusement dans les deux sens, je panique et là je vois tout à table noire, quoi. Mais parce que si vous voulez, il faut savoir que dans tout travail, vous l'avez dit, hein, c'est un travail. Dans tout travail de changement comme ça, de thérapie, il y a beaucoup de résistances qui se mettent en œuvre. C'est-à-dire qu'à la fois, on entreprend une démarche thérapeutique pour aller mieux. Oui. Ça, c'est évident. On croit à la personne. C'est le but. Oui, mais en même temps, inconsciemment, il y a des résistances qui se mettent en place pour ne pas changer. Ah, alors comment faire? Ben voilà, c'est là où il faut s'accrocher. Oui. C'est là où il faut s'accrocher parce que ces résistances, on n'en vient pas à bout comme ça. Parce que au fond, dans cette situation dans laquelle on n'est pas bien, il y a aussi des bénéfices.
ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Il y a aussi des bénéfices à être dans telle ou telle situation. Et donc, on s'y accroche un peu. Et changer, ça fait peur. Donc, on a toujours peur de l'inconnu. Donc, il y a deux forces qui s'affrontent. Une force qui veut aller de l'avant et une autre qui vraiment, il y a une force d'inertie. Et là, ça fait blocage. Et donc, c'est justement quand ça bloque qu'il est intéressant de s'accrocher. Et parfois, oui, c'est un peu fastidieux. Je vous rassure, pas que pour vous, même pour le psy. Mais oui, mais justement, quand on se trouve devant le psy et puis qu'on n'a plus rien à lui dire. Oui, mais c'est connu. Mais c'est connu. Ben oui. Vous savez, on se répète énormément dans une thérapie. Je me doute. On se répète énormément. Mais je sais bien. C'est pour ça, parfois, on dit, oh là là, le psy, j'ai l'impression qu'il m'écoute d'une oreille distraite. C'est parfois qu'une impression, mais c'est nous, on s'en rend pas compte quand on est de l'autre côté. Je dis nous parce que forcément j'ai été aussi de l'autre côté. On se répète. Vous pouvez pas savoir comment on se répète. Et parfois on s'en rend compte et puis parfois on s'en rend pas compte parce que on parle d'une histoire différente, mais au fond on dit toujours la même chose. C'est le propre de la névrose. On ne fait que répéter le même scénario, le même mécanisme. Alors le psy, lui, il a repéré ça depuis un moment, que c'est toujours le même scénario qui est à l'œuvre. Oui. Mais ça servirait à rien qu'ils nous le disent tant que nous, on n'est pas prêts à l'entendre par nous-mêmes. Parce que ça serait nous faire violence. Et à la limite, on l'entendrait pas de toute façon. On n'est pas prêt. Il faut se répéter, comme vous dites, se répéter, pour qu'à un moment, on s'entend. Et on se dise, il y a quelque chose, oui. Et là, ça va changer de l'intérieur. Voilà. Si c'est un autre qui nous le dit, on est sourd. Quand on n'est pas prêt à l'entendre. Et à un moment, c'est là où le psy ose parfois une interprétation, c'est qu'il se dit, là, je pense qu'il ou elle est peut-être prêt à entendre. Et puis parfois, l'interprétation, elle tombe totalement à vide, parce que soit il s'est planté, ce qui peut arriver, on se plante, et ça tombe complètement à côté, soit la personne n'est pas prête à entendre. Donc c'est dans ces moments de résistance où il faut vraiment s'accrocher. Oui, mais il y a peut-être aussi besoin, entre guillemets, d'une certaine dose d'intellect et d'intelligence et de. Mais vous l'avez, hein. Pour arriver à aller plus loin. Suzanne. Voyez comme là, c'est c'est tout encore votre histoire qui fait que de toute façon dans ma vie de tous les jours, je me sens plus bête que les autres. Hein. Oui, clair, alors que franchement, c'est absolument. Oui, mais alors Suzanne, quand je vais à une réunion, s'il y a 3-4 dames, je me sens plus négative que les autres, hein, plus voilà. Ah, que vous soyez négative dans le regard que vous portez sur vous-même, ça certainement. Là, vous venez d'en faire une démonstration flagrante. C'est moi qui ressens ça. Je n'ai pas dit que les autres personnes le ressentent, mais c'est moi qui me sens plus. Non, mais vous portez un regard négatif sur vous-même. Vous venez d'en faire une démonstration flagrante quand vous nous dites que vous vous sentez plus bête que les autres. Tout à fait, parce que je veux dire, l'échange que nous venons d'avoir, on sent une intelligence, une acuité, une faculté d'analyser les choses. Je veux dire, vous n'êtes pas complaisante vis-à-vis de vous-même, vous voilez pas la face. Je me fais pas de cadeau. Hein. Mais vous faites pas de cadeau. Ben oui, mais d'où ça, c'est aussi votre état un peu dépressif par moment qui fait que vous avez une image très diminuée de vous-même. Oui. Mais c'est aussi c'est là-dessus qu'il faut travailler pour changer ça. Et ça, je vous assure que vous pouvez y arriver. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Il y a du boulot. Ben oui, mais c'est passionnant aussi, ce travail-là. Oui, c'est passionnant. C'est vrai que c'est passionnant et ça va vous permettre aussi, à partir du moment où vous allez changer le regard un peu que vous portez sur vous, vous allez voir que les relations avec les autres et notamment avec les hommes vont s'améliorer parce que vous ferez davantage confiance. Donc vous me conseillez de reprendre ça, de reprendre. Oui, moi je crois. Oui, vraiment. Je pourrais pas arriver à faire quoi que ce soit sinon. J'ai pas dit ça. Non, mais enfin c'est. Vous voyez, je suis pas une adepte de dire sans thérapie, point de salut, pas du tout. Mais vous le dites tellement vous-même. Enfin, c'est tellement lié à votre histoire avec votre père. Ah oui, cela dit, vous pouvez très bien rencontrer un homme demain ou après-demain ou je sais pas dans 6 mois ou dans 1 an qui, de par sa présence,
pourra être, au fond, aura une présence suffisamment paternelle pour vous, qui saura être à la fois quelqu'un dans sa façon d'être, mais paternelle et maternelle, c'est-à-dire tendre, aimante, rassurante, protectrice, et qui en même temps pourra être un compagnon, un amant. Vous voyez, il y a aussi des hommes ou des femmes qui peuvent. Par contre, il faudrait que je rencontre un monsieur qui ait une double personnalité, quoi. Bah, c'est pas tant une double personnalité, mais heureusement, la vie sait réparer bien des choses. Il n'y a pas que la thérapie dans la vie. La vie, heureusement, nous répare de bien des blessures. Et vous pouvez rencontrer un compagnon qui pourra être. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Bah oui, très tendre, très protecteur, c'est-à-dire avoir une image de père, finalement pour vous, tout en étant un homme aussi pour vous, et pas qu'un père, parce que voilà. Oui, mais j'ai bien compris, Caroline. Oui, d'accord. Il y a Annie qui me dit, vous répétez encore, Caroline. Et elle me dit, ne vous froissez pas, je suis d'humeur à sourire. Avec moi, faut répéter comme ça, c'est pour que ça soit bien. Bon, bah, écoutez, je suis contente de vous avoir eu. Bah, je vais cogiter tout ça. Hein, et il y a Anita qui dit, j'ai sur ma table de nuit une petite merveille, L'audace de vivre d'Arnaud Desjardins. C'est chez Pocket. Et elle dit, c'est vraiment très positif. Arnaud Desjardins, d'accord. Arnaud Desjardins. Tout ce qui concerne tout ce qui est lecture, qui peut me guider, m'orienter. L'audace de vivre d'Arnaud, c'est un joli titre, L'audace de vivre d'Arnaud Desjardins. Voilà. Tout ce qui touche un petit peu la psychologie à mon niveau, évidemment, attention, mais ça m'intéresse beaucoup, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, il y a Coco qui dit, allez, arrêtez de vous sous-estimer, cela vient de votre enfance, franchement, à vous entendre, vous n'êtes vraiment pas bête, ça c'est clair. C'est gentil. Et puis, il y a Sergio qui dit, il faut se répéter, alors cette émission est magnifique, Merci Sergio. Vous êtes tous adorables. Et puis, il y a Annie qui dit, allez au boulot, Suzanne, je vous assure, ça enrichit. Oui, mais aller au boulot à 57 ans, quand on a le dos en plus en charpie, ça vaut pas tellement le j'avais boulot. quelque chose d'ailleurs d'intéressant là-dessus, la Luciole, qui écrivait, alors voilà, on parlait d'interprétation, là, elle se lance, hein, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Luciole? Attendez, elle nous envoie un petit SMS autour du rhumatisme articulaire. Mais je vous dis, on a des auditeurs, ils vont venir co-animer. Ils co-animent d'ailleurs, ils co-animent l'émission avec moi, hein, j'ai des superviseurs, on est plusieurs thérapeutes là autour de la table. Alors attendez, qui parle du rhumatisme articulaire, elle interprète, elle, sur le symptôme. Elle dit, c'est très symbolique, c'est le refus d'avancer quant au genou. Et elle dit, quant au genou, elle fait un jeu de mots lacanien, c'est la relation le jeu, J-E, trait d'union, nous. Ah oui, d'accord. Quand je vous dis, vraiment, ils sont très forts. Faut déjà le trouver, hein. Faut déjà le trouver. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il y a des auditeurs qui veulent, je sais pas moi, me parler un petit peu, je sais pas si non, c'est pas. Ah ben écoutez, avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Il y a Jade qui dit. Et voilà, Jade dit, mon père, moi, a toujours été là pour moi et m'a toujours répété que j'étais quelqu'un de formidable et qu'il avait confiance en moi. Je ne sais que vous dire, Suzanne, mais je pense qu'il y a un travail à faire qui prendra sûrement du temps. Et puis après tout, rien ne vous dit que votre père ne vous aimait pas. Peut-être ne savait-il tout simplement pas vous le manifester. C'est possible. Mais bon, quand on est enfant, on s'attend à un petit bonjour, petit bisou, à des démonstrations. On va pas chercher plus loin. Et ça m'a manqué terriblement, quoi. Je comprends. Il faut en parler. Je vous embrasse, Suzanne. Merci de votre appel. Et puis, si on a des auditeurs qui souhaitent entrer en contact avec vous, on vous transmettra. Ne raccrochez pas déjà, parce que peut-être Quentin va voir avec vous. Et puis, si on en a en cours d'émission, on vous transmettra. Hein. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Au revoir, Suzanne. Merci mille fois. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Un
Un petit message de Sarah Bouille qui nous écrit sur le site europe1.fr pour Suzanne qui dit « Être en paix, il ne s'agit pas de pardonner ce que votre père vous a fait, il s'agit d'accepter que cette injustice vous soit arrivée à vous et que vous devrez vivre toute votre vie avec. Trouver un biais peut-être pour sublimer une activité artistique, pourquoi pas, et ainsi il pourra y avoir résilience. » Et Elena, elle, pose une question, toujours par courriel, en disant mais quels étaient les rapports de ce père avec ses propres parents? Et Suzanne nous disait que il n'avait pas eu certainement une enfance très très chaleureuse, certainement. Et puis, bienvenue à Petite Plume qui dit bonsoir, j'arrive juste, bonne émission. Il y a Georges qui me dit, il faudra bien nous dire en fin d'émission si vous êtes là demain, hein, pas comme la semaine dernière, parce qu'un peu plus, moi, j'allais vous rater. Mais écoutez, mon cher Georges et tous les autres, il faut savoir que maintenant, pendant toute la saison, l'émission a lieu également le vendredi. Alors, c'est pour ça, j'en suis désolée, je l'avais pas signalé le jeudi en fin d'émission, mais vous avez raison, le temps que ça rentre, il faut peut-être que je le dise. Maintenant, l'émission a lieu du lundi au vendredi de 23h à 1h en direct, bien sûr. Donc oui, bien sûr, je serai là demain dès 23h. Voilà, on accueille maintenant Lynn. Bonsoir Lynn. Bonsoir. Bonsoir. Je vous demande juste 2 minutes, c'est bon. Vous vous garez, vous êtes en voiture? Oui, voilà, en fait, j'avais juste à me déplacer un petit peu, donc c'est bon là. Voilà. Oh. En fait, je suis un peu émue de parler ce soir. Oui, mais ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, je téléphone. Attendez un petit instant. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Elle est où, notre chère Lynn, là? Oula, apparemment il y a du souci. Elle était quand elle me dit qu'elle était arrêtée, je sais pas, elle est repartie apparemment. Hein, elle est arrêtée sur une aire où ça pose un peu de problème. Lynn, vous êtes arrêtée où là, dites-moi? Non, je suis sur une aire d'autoroute, mais il fallait que je me mette sur le côté, c'est pas la gendarmerie là? Non, c'est bon, il y a pas de problème. Non, sinon c'est vous une nous les personne passez. qui était là qui s'est demandé pourquoi je m'étais garée sur un côté. Mais c'est bon. Écoutez, pour passer à l'antenne d'Europe 1, et puis c'est tout. De quoi je me mêle? Voilà. Non, donc je commence pour mon histoire. Allez-y, on commence, Lynn. Ouais. Alors en fait, c'est un peu difficile en ce moment parce que mon papa a été dans le coma. Ah. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un syndrome très rare suite à une greffe, voilà. Donc petit à petit, là je l'ai vu il y a pas très longtemps, donc il commence à reprendre ses esprits. Voilà, donc c'est un peu dans un contexte particulier et sa compagne actuelle, petit à petit, m'a dévoilé des choses sur lui. En même temps, j'en ai su par d'autres amis, c'est-à-dire que il est dans le coma en fait. Il a été dans le coma. Et là, il commence petit à petit à se réveiller. C'est pour ça, donc c'est plutôt positif. Mais en fait, il y a plein de choses qui ressortent par rapport à sa vie. Donc en fait, on apprend petit à petit qu'il avait presque un peu une double vie, on va dire, parce que il a trompé ma mère, ma belle-mère et puis la femme avec qui il est actuellement. Et en fait, Mais parce qu'il parle? Non, il parle pas, mais il y a plein de... Par exemple, dernièrement, comme il était malade, oui. Femme qui s'est manifestée pour dire je comprends pas, je communique avec lui par mail. On était ensemble en 86 et en 86, moi j'avais 5 ans et il était avec ma mère quoi. Donc en fait, il y a plein de choses qui ressortent comme ça, des gens qui apparaissent qu'on connaissait pas, voilà, et donc on commence. Depuis son hospitalisation. Oui, depuis son hospitalisation et un petit peu avant parce qu'il avait déjà été en coma artificiel pour d'autres raisons un mois avant. Oui. Donc en fait, ça intervient en fait au moment où moi je décide de me marier, de passer le cap de. Oui. Voilà, et en fait... Vous allez vous marier, la date est arrêtée? Non, la date n'est pas arrêtée, mais disons que ça y est, on commence à vraiment en parler avec mon copain. Alors qu'avant, j'étais absolument contre, étant donné que mon père a déjà été divorcé plusieurs fois, et puis que ma mère actuellement
bon, ils sont divorcés, hein, mes parents, donc ma mère actuellement est avec un homme marié, donc bon, je me faisais pas trop d'illusions sur le mariage, je me disais de toute manière c'est nul, voilà, j'étais pas trop pour. Et là en fait, j'aime vraiment mon ami, mais le problème c'est que avec toutes les histoires, c'est comme si en fait je me disais mais est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je dois le faire, est-ce que je vais pas être sujette aussi à faire les mêmes conneries que mes parents, et du coup, ce coma, ces problèmes de santé, j'ai l'impression que ça agit sur moi et j'ose plus avoir de projet en fait. Oui, enfin, c'est pas tant. Alors évidemment, vous avez dû être bouleversé par le fait que votre père soit tombé dans le coma, même si heureusement aujourd'hui il en sort et il va mieux, hein. Mais parce qu'il en est sorti, c'est ça que j'ai pas bien compris. Il en sort progressivement, il sort petit à petit. Il a des réactions. Bon, après on ne sait pas s'il y a des séquelles neurologiques, étant donné que l'IRM était très mauvaise. Bon, en tout cas, je connais le milieu paramédical et médical et je sais que il peut y avoir des séquelles, voilà, bon. Oui, mais ça, les médecins sont prudents aussi, hein. Ils préfèrent ne pas. Il commence à y avoir des réactions. C'est bon signe, ça déjà. Oui, déjà, c'est bon signe. Hein, c'est déjà bon signe. Ouais. Mais au-delà évidemment de cet événement qui vous bouleverse, hein, parce que bon, il y a aussi ces découvertes sur la vie sentimentale de votre père que vous n'imaginiez absolument pas comme cela. J'avais des doutes. Vous aviez des doutes quand même. Voilà. Mais surtout, en fait, j'ai l'impression de culpabiliser. Pourquoi ? Parce que moi-même, au tout début de la relation avec mon ami, je l'ai trompé. Et en fait, je me posais la question, mais pourquoi j'ai fait ça ? Et puis, j'ai d'énormes regrets. Et il y a juste une relation que je continue par mail dans des moments difficiles. Et quand j'ai su que cet homme était intervenu dans sa vie, était intervenu quand il était malade, que j'ai su que c'était une relation extra-conjugale et qu'il correspondait encore par mail, en fait, ça m'a renvoyé à moi et je me suis dit, mais mince, s'il décide de me marier, est-ce que je devrais pas... Est-ce que je fais pas la même chose que mon père ? Est-ce que je reproduis pas les mêmes schémas, en fait ? Et du coup, c'est toute une réflexion sur moi, en fait, que je suis en train de me faire, en fait. Je me dis, est-ce que j'ai le droit de poursuivre cette petite correspondance ? Il n'y a rien, en fait. Mais je me dis, peut-être que ça pourrait déraper comme ça a dérapé avec mon père. Et du coup, je me dis, mes projets de mariage, est-ce que je vais pas les laisser tomber à l'eau, tout simplement, parce que je suis pas honnête, voilà, quoi. Vous vous interrogez, oui, sur... Vous savez, Lynn, on est de toute façon, qui peut être pétri de certitude ? Ouais. Alors, je vous fais pas la réponse certainement que vous espérez. Je sais qu'il y a des gens qui sont pétris de certitude, et notamment sur leur fidélité absolue et très prompt d'ailleurs à juger les autres en cas d'écart. Bon, moi je suis toujours très méfiante vis-à-vis de ces gens-là parce que je trouve que j'y vois beaucoup de rigidité et je me méfie toujours comme ça des gens qui jugent comme ça, qui ont un couperet d'emblée. Parce que on a l'impression que quand on juge comme ça, quand qu'on prend pas le temps finalement de comprendre au fond ce qui est en jeu, c'est comme si on se défendait de quelque chose, comme si ça faisait peur. Voyez, donc on préfère tenir à distance en disant cet autre-là, il est vraiment très différent de moi, il ne me ressemble pas du tout. Moi, je ne pourrais jamais faire des choses comme ça.
Et c'est vrai que dès qu'on commence à se dire, peut-être qu'au fond, il est pas si différent de moi, et peut-être que dans telle situation, qui sait, c'est vrai que c'est plus perturbant. C'est ce qui vous arrive actuellement avec votre père. Alors évidemment, il est pas autre du tout, c'est votre père, hein. C'est vraiment, c'est votre intime, là. Alors, il y a une grande différence maintenant, Lynn, entre ce dont vous me parlez. Vous êtes une jeune femme. D'avoir eu à un moment un écart avec au début de la relation avec votre compagnon que vous songez à épouser. Et aujourd'hui avoir une correspondance avec un ex, si j'ai bien compris. Ouais, c'était une aventure, mais du coup c'est quelqu'un, voilà, dans les moments durs, des fois j'envoie un mail et puis c'est genre 3 phrases, mais bon, déjà voilà. Je culpabilise beaucoup, je me dis... On est très loin de la double vie. Non, mais on n'est pas du tout dans la double vie, c'est voilà, juste dans les moments, voilà, de temps en temps, puis... Mais il n'y a rien de... Voilà, je resterai... Il n'y a plus rien en commun, on n'est pas du tout dans la même ville, voilà. Mais pas du tout. C'est pour ça que alors après là évidemment c'est très perturbant parce que vous apprenez des choses. Enfin, vous dites que vous aviez quand même certains doutes. Vous apprenez des choses que finalement vous n'auriez peut-être pas dû découvrir de cette façon-là. En plus, à un moment où vous ne pouvez pas en parler avec votre père. Ouais, puisque lui est dans un état où il est dans un état, on va dire, d'inconscience. Même si dans le coma, on sait que la personne, et d'autant plus que maintenant il commence heureusement à réagir, donc il peut, il entend, il est susceptible d'entendre ce qu'on lui dit, mais il ne peut pas encore être dans un échange verbal avec vous, on va dire. Il peut être dans un échange autrement, par le toucher, mais pas encore dans un échange, vous pouvez pas avoir une discussion avec lui. Voilà. Bon. Mais donc là, il y a un peu une confusion, mais qui est évidemment activée par votre état d'un peu de choc, j'ai envie de dire, hein, parce que vous venez de traverser aussi. Et comme dit Annie, votre vie n'est pas celle de votre père. Donc, vous voyez, la répétition, c'est un peu fort. Il y a aussi le subversif qui dit tromper la mère, c'est pas tromper la fille. Votre père n'est pas tous les hommes, et vous n'êtes ni votre père ni votre mère. Donc, voyez, attention avec ça là, avec une identification trop forte. Ouais, mais disons que oui, sans doute, je dois plus ou moins. Mais j'ai pas envie de lui ressembler parce que j'ai pris des chemins complètement différents de celui que lui m'a inculqué. Si vous voulez, une éducation, en fait, mon père était très laxiste. Il a gâté, il nous a gâtés, mais j'ai toujours voulu travailler très tôt. J'ai toujours fait le contraire un peu de ses valeurs à lui, qui étaient plutôt l'hédonisme, voilà. Et en fait, j'ai l'impression... Enfin, voilà, j'avais la sensation que... donc par rapport à ça, j'ai un frère, je suis pas du tout la même route que mon frère, qui est devenu drogué, carrément. Donc en plus, ça intervient dans un moment où ils étaient il y a une rupture familiale, en fait. Et en fait... si vous voulez, mon père, voilà, j'ai jamais voulu suivre vraiment son chemin, mais je me dis, si ça se trouve, je suis le même chemin que lui, sans le vouloir. Non, je crois que vous exagérez un peu là. D'accord. Enfin, je pense qu'il y a, mais c'est très lié à ce que vous, au fait que vous vivez quand même un moment très particulier aussi. Voyez, au moment où vous avez envie, et c'est important de vous engager avec ce garçon que vous aimez. Pourquoi vous voulez vous marier finalement ? Parce que c'est... Comment dire... j'aimerais passer une étape de... Enfin, j'aimerais construire déjà... Et puis, déjà, mon copain ne pourra pas avoir d'enfant, donc il y avait toujours la solution de l'adoption pour plus tard. Et non, j'aimerais vraiment construire avec lui. Et au départ, c'était lui qui voulait se marier, et moi, j'étais complètement contre. Et en fait, il m'a pas fait changer d'avis, il m'a jamais forcé, et c'est venu de moi-même. Je peux pas expliquer. Et j'aimerais vraiment construire quelque chose avec lui.
durable. Oui. Et enfin, en fait, je m'en rends compte au fur et à mesure, quoi. Ouais. Ben Donc, voilà. Ben vous partez sur ces bases-là, Lynn. Ça me paraît important tout ce que vous dites, et enfin, je veux dire, ça a un sens pour vous. Donc, évidemment, quand on se marie, on part avec l'idée que on a envie que ça dure et que on va pas se tromper comme ça sans arrêt. Sinon, à quoi bon se marier? Enfin, je connais peu de gens qui se disent ah bah oui, moi je vais me marier, mais je vais divorcer de toute façon, et puis je vais tromper ma femme ou mon mari. Enfin, dans ces cas-là, pourquoi ils se marieraient? Vous voyez, quand on se marie, c'est qu'on a envie de s'engager, et que bon. Et puis après, la vie, elle est ce qu'elle est. Parfois, certains ont la chance que ce projet puisse tenir, durer, et puis d'autres, se rendent compte que peut-être ils s'orientent sur d'autres voies, ils évoluent différemment, et dans ce cas-là, ils prennent la décision de se séparer. Ça peut arriver, mais voyez, on peut jamais savoir à l'avance. Et bien sûr que la vie de nos parents nous influence dans nos comportements, c'est indéniable, et notamment dans nos comportements amoureux. Mais c'est pas parce qu'on a eu des parents infidèles qu'on va soi-même devenir infidèle. Ça peut même être l'inverse. On peut du coup être un peu rigide sur la question. Oui, vous voyez, oui. on peut avoir des parents, regardez, les parents très peut avoir eu des parents 68 ards et soi-même vouloir s'engager dans l'armée. Bon, je prends un exemple un peu caricatural. Vous voyez, on peut au contraire être dans l'excès inverse. Alors vous me direz, on est toujours tributaire d'une éducation. Donc, vous voyez, c'est pas bon. Je crois que vous êtes surtout aussi très bouleversé parce que vous vivez avec votre père, mais ne vous dites pas que vous allez forcément vivre la même vie que vos parents. Vous avez aussi une trajectoire différente, Lynn. Donc faites-vous aussi confiance. Voilà. Bon. Merci. Écoutez, plein de bonnes choses à vous alors. Et puis Très j'espère bien, que merci la beaucoup. situation de votre papa va continuer comme ça, à progresser positivement. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Lynn. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. La nuit continue sur Europe 1 grâce à vos témoignages au 39 21 et à toutes vos réactions par SMS au 7 21 21. Alors des réactions qui arrivent de Chiquita pour Lynn donc qui a le projet de se marier mais qui découvrant la vie sentimentale de son papa à l'occasion d'un événement difficile puisque son père est tombé dans le coma et à ce moment-là, il y a eu des visites, des femmes qui sont venues lui rendre visite et elle a découvert que son père avait plus ou moins une double vie. Elle se posait des questions sur elle-même, finalement, pouvait-elle être fidèle? Chiquita dit, bien sûr, on ne peut pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mais si vous aimez votre ami, ne vous interdisez pas de suivre la route qui n'appartient qu'à vous, dépassez les nouvelles troublantes et allez en quête de votre vie. Anaïs aussi envoie un petit courriel pour dire vivez votre vie, celle de vos parents n'est pas la vôtre, vous maîtrisez la vôtre. Et puis le subversif nous dit par rapport à l'éducation que l'on a reçue de nos parents qui nous influence toujours beaucoup, ça il faut pas le nier, et particulièrement dans nos choix amoureux, il dit à l'identique ou au contraire, c'est toujours faire en fonction de cette éducation, mais le temps est venu que ce soit en fonction de vous. Et puis Aline nous écrit en disant « Mes parents comptabilisent chacun 3 mariages, sans compter les
côté et jamais je n'aurais pensé pouvoir vivre une vie de couple longue et toujours vivace. Et pourtant, voici 25 ans que je vis avec mon conjoint. On ne reproduit pas toujours les comportements de ses parents. Lolo dit, mais quelle était la véritable question de Lynn? Est-ce que ça craint que j'entretienne une relation mail avec un ex ou est-ce que ça craint que je me marie? Je pense qu'elle a tellement d'appréhension quant à ce mariage qu'elle dévie ses peurs sur un problème annexe qui n'en est en fait pas un, nous dit Lolo. Julia, elle nous dit, si seulement en ce qui me concerne on reproduisait le schéma de vie de ses parents, cela aurait été moins fatigant pour moi, vraiment, mais on n'en saura pas plus. Voilà, Dania, elle nous dit, c'est normal de s'identifier à ses parents, mais que ce ne soit pas une facilité derrière laquelle se cacher. Les erreurs qu'elle fera seront les siennes, et il faut qu'elle laisse celles de son père derrière elle. Voilà. Et puis il y a un message qui concerne Suzanne, qui était intervenue en début d'émission. Et puis, oui, qui est intéressant d'ailleurs, qui disait, ce serait intéressant de se questionner sur le scénario où petite fille, sa mère lui demandait de faire la malade pour susciter l'intérêt de son père et son état dépressif actuel. C'est vrai que c'est intéressant, ce lien-là. Et revenir aussi sur le fait du mariage un peu forcé. Suzanne nous disait, qu'en questionnant sa mère, elle disait que il voulait pas tellement se marier, son père. Et cet auditeur ou cette auditrice dit, mais finalement, aimait-il la mère de Suzanne? Pour quelles raisons sont-ils restés ensemble? Et les enfants, dans cette histoire, voilà, comment les a-t-il investis? Donc, on va accueillir maintenant Nadine. Bonsoir Nadine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci d'avoir pris mon appel. Mais je vous en prie. Voilà, moi j'aurais voulu avoir un peu vos conseils et peut-être aussi des témoignages d'auditeurs ou des réactions d'auditeurs sur un problème relationnel que j'ai avec ma mère et qui, plus le temps passe, plus les années passent et plus ça me ronge et plus ça m'exaspère et plus ça me culpabilise. Voilà. Oui. Alors j'ai ma mère qui a près de 90 ans. Oui. Qui vit seule, en bonne santé, lucide, valide, qui aurait tout ce que l'on peut désirer pour être heureux et avoir une vieillesse douce et paisible. Mais c'est une personne que j'ai toujours connue dépressive, extrêmement dépressive. Ah, oui. Et qui, malheureusement, ça me hante parce que elle ne vit pas avec moi et moi-même je suis souvent en déplacement à l'étranger de par le travail de mon mari. En fait, je devrais être en permanence à l'étranger. Oui. Je passe de longs moments ici pour être à proximité d'elle, mais je n'en fais jamais assez. Ce n'est jamais bien. Elle se plaint tout le temps. Oui. Et ça me plombe, j'en peux plus. Et là, je dois repartir à nouveau et je culpabilise et je me dis, tu n'en fais pas assez, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais j'ai quand même un mari, j'ai quand même une vie à moi. Et oui, qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr. Voilà. Vous êtes fille unique? Oui, c'est ça mon problème. Et oui, ça c'est compliqué, oui. C'est compliqué. Ceci dit, quand je dis qu'elle vit seule, elle est très entourée d'amis, de personnes qui viennent lui rendre visite. Elle a des assistantes ménagères. Enfin, elle a la chance d'avoir des amis là encore, parce que parfois, ce qui est triste à cet âge-là, c'est que les amis aussi ne sont plus là. Pour aller à des réunions, des rencontres. Ah oui. Enfin, donc, oui, formidable ça. Mais oui, c'est formidable. C'est justement, c'est ce qui me rend encore plus et qui m'énerve encore plus. Oui. oui, vous m'avez dit dans votre mail un peu, elle a parfois un côté Tati Daniel, hein. Voilà, c'est ça, un peu. Ça paraît méchant quand je dis comme non, ça. Non. Mais c'est vrai, par certains côtés, vous savez, le côté de, quand il y a du monde à la maison, de faire son petit côté,
Calimero, je suis malheureuse, voilà. Oui, il y a parfois des personnes comme ça, âgées, qui jouent un peu de ce côté-là, justement. Qui aiment bien en rajouter un petit peu, parce que dans les faits, comme vous dites, elle a la chance d'être en bonne santé, de pouvoir habiter dans sa maison, de rester comme ça dans son univers et d'être entourée quand même, parce que même vous qui pourriez être beaucoup plus souvent à l'étranger, vous faites en sorte quand même de revenir pour passer du temps auprès d'elle. Mais au fond, vous n'en faites jamais assez. C'est jamais assez. C'est ça. Mais elle a toujours été comme ça, plus ou moins, et ça s'accentue avec l'âge, évidemment. Voilà, exactement. C'est peut-être votre culpabilité qui s'accentue aussi, parce que... Peut-être aussi, parce que... Bon, moi, je me dis que de toute façon, elle ne va pas changer et que je ne peux pas compter là-dessus. Non. Mais ce qui m'est difficile, c'est d'apprendre à vivre avec ça, quoi. Et oui. Ouais. Et plus le temps passe, et plus je me dis le temps se raccourcit ou elle sera avec nous. Ben voilà. Et voilà. C'est ça qui est compliqué pour vous. Ben oui, c'est que vous dites évidemment vous voulez en même temps j'aime pas ce mot, mais profiter aussi de sa présence, de vous dire autant passer quand même beaucoup de temps avec elle, parce qu'elle ne sera pas éternellement là, évidemment, le temps se raccourcit comme vous dites. En même temps, elle peut faire une belle centenaire, vu comme elle est partie. Mais je lui ai toujours dit, parce qu'évidemment, elle va toujours mourir demain. C'est ce qu'elle vous dit. Oui, chantage au suicide, enfin. Ah oui, c'est embêtant ça quand même. Non, mais je suis passée au-dessus de ça aussi, parce que il faut bien, quoi. En fait, elle ne s'est jamais remise de la mort de mon père, et pour elle, la vie s'est arrêtée le jour où il est parti. Il y a combien de temps? Oula, 35 ans. Il y a 35 ans. Oui. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de dialogue entre nous. Elle ne parle pas, ou peu, ou fait semblant de ne pas comprendre. On ne peut jamais parler de choses qui me tiennent à cœur avec elle, parce que elle évite. On parle pas de ça. On parle pas de choses comme ça. Dès que je veux mettre le point sur des choses, pas des explications, j'aimerais avoir avec elle, mais quand même des mises au point, etc. Et elle se rétracte tout le temps. Pas elle se rétracte, mais elle fait semblant de pas comprendre, ou puis elle parle d'autre chose. Et puis, alors on parle pas. Alors voilà. Alors elle passe souvent du temps avec moi, mais pour moi, ça devient presque pénible. C'est frustrant finalement pour vous. C'est frustrant. Ce sont des grands moments de silence. Si par hasard, je reçois des amis, ça va pas, ça lui plaît pas parce qu'elle est plus la vedette, ou alors faut que ce soit elle qui soit la vedette. Oui, même encore, même à cet âge-là, elle aime bien être le centre d'intérêt, le centre du monde un peu. Mais ce qui est formidable, c'est qu'elle est extrêmement coquette. Et elle aime changer de tenue tout le temps, et quand on lui fait un compliment, parce qu'on la remarque dans la rue, les gens l'arrêtent dans la rue pour la féliciter, mais elle est toute fière, et c'est bien, je suis contente. Oui, elle est très très soignée, elle prend soin d'elle, elle est... Voilà. Oui, alors, elle est un peu égocentrique certainement. Très. Elle a toujours été un peu comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Ça n'a pas dû être facile d'être sa fille, même pas seulement aujourd'hui, dans ce que j'entends. Non, pas du tout. Oui, vos rapports ont toujours été un peu, j'allais dire complexes. Les relations mère-fille sont de toute façon souvent complexes. Mais enfin, dans ce que j'entends, elle ramenait beaucoup la couverture à elle. Mais oui, c'est ça. Et puis, il faut dire que j'ai vécu des moments difficiles, et comme tout le monde, comme tout un chacun, bien sûr, mais elle n'a jamais été là quand j'avais besoin d'elle, quoi. Même moralement, c'était toujours quand mon père est mort et que j'ai eu des difficultés après, elle m'a dit mon Dieu, parce que ces difficultés l'a touchée aussi. Elle dit mon Dieu, comme c'est dommage qu'on ne puisse pas choisir entre ses enfants et son mari si quelqu'un doit mourir. Alors quand on prend ça dans les dents, je veux dire que excuse-moi d'être ici. Une autre fois, j'étais très gravement malade.
quand je lui ai annoncé que j'étais hospitalisée sans savoir ce que j'avais, elle m'a dit surtout ne me dis pas de quoi tu es malade. À mon âge, il faut pas m'inquiéter avec des soucis comme ça. Alors, dès qu'il y a quelque chose qui me touche, ça revient à elle, voilà. Ou un jour, elle est chez moi et il se trouve que je suis malade ce jour-là. Je suis obligée de passer la journée au lit. Sa réaction, c'est, elle vient même pas voir ni quoi que ce soit. Et quand je me lève, c'est mon Dieu, quel dimanche j'ai passé. Et non pas, tu te sens mieux, qu'est-ce que tu as eu? Non, on prend pas de nouvelles, rien du tout. Voilà, c'est ce côté un petit peu égocentrique que j'ai presque pas du ressentiment, mais ça me blesse. Ça me blesse. Je me dis, mince, et plus j'en fais, et ça va pas encore. Et malgré tout, je dois le faire. C'est mon devoir de le faire. Et j'ai l'impression d'agir de plus en plus par devoir que par amour. C'est-à-dire oui, puisque si à un moment, si vous en faites trop, vous allez avoir ce sentiment-là, ce qui n'est pas bon. Vous le dites vous-même. Oui. Parce que ça va, vous allez au fond de vous-même, ça va déclencher de l'agressivité. Voilà, c'est ça. Donc si vous le faites, non, c'est pas bon, non. Et comme vous dites, vous avez une vie, quand même, bien sûr. Nadine. Donc vous pouvez pas non plus mettre en péril votre couple. Absolument. Pour votre qu'elle mère. n'aurait jamais fait, elle, vis-à-vis de ses propres parents ou beaux-parents. Bon, d'autant qu'en plus, votre mère, actuellement, je le disais, a la chance d'être en bonne santé, d'être chez elle. Enfin, c'est pas comme si elle était là, hospitalisée, dans une très grande souffrance morale ou physique, ou, vous voyez. Morale, oui, on va dire. Elle a du répondant, Beaucoup. Enfin, moi j'entends quand même. Elle est pas abattue, elle est pas dans un. Vous voyez, parce que on peut être en dépression mais enfin il y a quand même une bonne dose d'agressivité chez elle, Oui, assez aussi. Dans ce que j'entends là quand même, Oui. C'est pour ça que je dis ça va, elle a quand même, on dirait familièrement la niaque, je veux dire, elle a, non mais je vous dis ça aussi pour que vous entendiez que faut pas tout passer surtout sous le fait que vous dites, vous dites elle est en dépression, mais là je trouve qu'elle a sacrément du répondant, quoi. Elle est pas très affaiblie pour quelqu'un en dépression, parce que quelqu'un en dépression, être en dépression, ça n'empêche pas d'être gentil, quoi. On peut être en dépression et être gentil et bienveillant. Oui, mais je pense que là, je rends égocentrique aussi. Oui, mais alors ça, beaucoup de personnes âgées et très âgées, votre mère, elle a quand même 90 ans, finissent même des gens qui étaient avant très très tournés vers les autres et tout. Peuvent, en vieillissant, vraiment devenir très autocentrés, très. Je dis pas tout le monde, mais enfin c'est quand même très fréquent que même des personnes qui n'étaient pas du tout centrées sur elles, pas du tout, qui vraiment en prenant de l'âge, ça tourne beaucoup autour d'eux et sont un peu détachés d'être auquel ils étaient très attachés. Mais dans un sens, c'est comme si, c'est comme si un peu ils commençaient à se détacher un peu de. Oui, peut-être. Vous voyez, ça tourne beaucoup autour d'eux. C'est quand même un des traits du grand âge, j'ai envie de dire. Ça, mais je comprends et je l'accepte, mais j'ai du mal à le vivre. Oh, mais ça, je comprends que ce soit difficile. Mais vous me dites aussi qu'elle a toujours été un peu comme ça. Oui. Que ce n'est pas le fait simplement Même étant enfant, jeune adolescente, j'ai toujours eu l'impression de la porter sur mes épaules plutôt que le contraire. Alors, tant que mon père était là, c'était mon père qui faisait ça. Mais une fois que mon père est parti, j'ai eu très très peur parce que j'ai dit, mon Dieu, comment elle va réagir, et elle m'a étonnée parce que franchement, elle a surmonté, elle a fait tout ce qu'il fallait faire pour sa situation. Elle a vraiment fait tout ce qu'il fallait faire et
malheureusement, à cette époque-là, j'étais pas non plus près d'elle. Elle s'en est très très bien sortie. Donc, comme vous dites, elle a de la ressource. Elle a vraiment... Oui. Elle semble avoir beaucoup de ressources. Voilà, Ce qui devrait vous permettre, Nadine, c'est vrai que c'est très compliqué parce que je reçois un message du subversif qui dit devenir le parent de son parent est une tâche assez lourde et compliquée à vivre d'un point de vue intime. C'est lourd. Mais c'est important ce que vous dites, c'est que vous avez toujours eu ce sentiment-là. Oui. Oui. Alors évidemment, ça ne fait que s'accentuer avec l'âge et il y a la culpabilité qui s'accentue parce que évidemment, vous vous dites elle ne sera pas toujours là. Oui. Donc vous dites aussi il faut quand vous sentez qu'elle vous exaspère ou que après vous en voulez parce que vous dites il faudrait que je sois plus indulgente quand même, elle est âgée, je suis pas très quand même patiente et quand même c'est une vieille dame maintenant, voilà. Et puis en même temps il y a quand même tout le passif de votre relation, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'affectifs entre vous, donc justement, c'est parce qu'il y a toute cette relation, tout cet affectif entre vous que vous réagissez aussi fort. Oui, sinon, sûr, elle vous exaspérerait pas tant à certains moments. Si vous vous occupiez d'une dame qui avait le même âge, qui était votre voisine, voyez, ça vous n'éprouveriez pas des sentiments aussi exacerbés. C'est bien justement parce que c'est votre mère et qu'elle compte aussi autant pour vous. Oui. Bon, maintenant, ce qui me tue le plus, c'est quand elle me dit, tu sais, de temps en temps, elle me dit comme ça, tu sais, je t'aime bien, quand même. C'est ce quand même qui... Oui, elle est rose par moment. Oui, très. Oui, elle a pas perdu son mordant. Oui. Ah non. Oui, mais bon, après tout, elle a aussi ce côté, elle se rend pas toujours compte, je pense, non plus elle a quelque chose, Annie dit, elle est peut-être aussi, elle fait partie de ces femmes qui sont plus femmes que mères. Ça, il y a... Oui, c'est tout à fait ça. Quelque chose qu'elle exprime, voilà. Ouais. Et juste pour vous dire une petite anecdote qui me revient comme ça, et ça remonte à très très loin. J'ai été élevée dans la religion catholique, enfin tout ça, dans ma petite enfance, et on me faisait faire mes prières le soir et tout ça. Et après, je faisais mes prières, tout ça. Je me souviens que je me disais, mais je sais pas quel âge j'avais, peut-être 8 ans, 9 ans, je ne sais pas. Je disais, mon doux Jésus, s'il te plaît, fais que si quelqu'un doit mourir, ce soit ma maman en premier, parce que je sais pas comment elle ferait sans mon papa. Et déjà, donc c'est très rare pour un enfant, oui. Normalement, c'est pas le genre de pensée. Donc c'est ça. C'est vous sentiez à quel point elle était au fond dans ce besoin de votre père et à quel point ce couple était ils étaient tributaires l'un de l'autre. Et elle particulièrement. C'est-à-dire alors que normalement c'était pas vous en tant qu'enfant et déjà vous étiez protectrice. Enfin protectrice avec une dose d'agressivité vis-à-vis d'elle, il y avait quelque chose puisque c'était quand même fait qu'elle meure. Non, mais ce n'était pas dans le sens où je voulais qu'elle disparaisse, c'était dans le sens où elle serait trop malheureuse si elle devait être sans mon père, c'est ça. C'était dans ce sens-là. Mais c'était pas de l'agressivité du tout, parce que j'étais très attachée à ma mère étant enfant. Mais certainement. Mais vous savez qu'il y a plusieurs sentiments qui peuvent cohabiter. Vous deviez vous sentir par moments un petit peu seule. Oui, tout à fait. D'autant que j'étais fille unique. Et que par notre mode de vie, j'étais tout le temps seule avec mes parents. Donc voilà. Oui. Bon, je crois moi Nadine qu'il faudrait accepter d'avoir ces sentiments qui vous traversent par moments, d'être qu'elle vous exaspère. Je crois que c'est normal, c'est un peu inévitable dans ce type de situation, et c'est qu'en même temps il y a aussi beaucoup d'amour derrière, puisque vous faites beaucoup de soucis. Et en même temps, vous l'avez dit dès le début de notre échange, c'est vous pouvez pas non plus tout lui sacrifier, c'est-à-dire que vous avez une vie de couple, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais enfin ils doivent, si c'est le cas, ils doivent être grands, mais bon, vous avez quand même votre vie de couple, harmonieuse, donc bon, voilà, vous êtes organisé
d'une telle façon que vous voyagez à l'étranger, vous revenez voir votre mère et je crois que ces plaintes, ces récriminations, quand elle dit ah bah oui, elle se plaint toujours, quoi que vous fassiez, vous n'en ferez jamais assez. Non. Et puis quand même vous serez là 24 heures sur 24, ça n'irait pas parce qu'elle n'apprécierait pas forcément. Non. Et puis vous, parce que vous n'en pourriez plus, hein. Non. Alors là, vous seriez vraiment épuisé moralement. Donc ça serait pas la solution pour vous deux. Oui. Non. Vraiment. C'est sûr. Ben, elle a une amie qui est en train, qui a un cancer à un stade avancé et qui souffre énormément. Et là, je dis, mais regarde, compare-toi, parce qu'elle va la voir presque tous les jours. Je dis, mais compare-toi à ces dames. Je dis, tu t'imagines, tu es quand même beaucoup mieux qu'elle, tu as quand même de la chance vis-à-vis d'elle. Elle dit, non, c'est elle qui a de la chance, sa fille vit avec elle. Ah oui, mais elle sait très bien mettre le doigt où ça fait mal, la culpabilité. Donc je crois qu'il faut un peu prendre un peu de recul par rapport à ça. Oui, mais je voudrais prendre du recul et je voudrais pouvoir prendre assez de recul pour ne plus être agressive envers elle comme je le suis parfois parce que ça me fait mal et malgré passer au-dessus de ça et continuer à être plus légère si vous voulez avec elle, plus détendue. Voilà. Bah, dites-vous que vous faites beaucoup déjà, hein. Voilà, et vous allez y arriver. Ouais. En tout cas, ça m'a fait du bien d'en parler. Bon, bah tant mieux. Tant mieux. Merci beaucoup en tout cas de votre appel. Remercie. Au revoir. Merci. Nadine. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Alors, ce qui vous inspire, c'est le témoignage de Nadine, sujet de sa mère. Le subversif, justement, dit « Certaines philosophies hindouistes pensent que la réincarnation commence en fin de vie. Le senior redeviendrait enfant, manière d'assumer la chose. » Et Petite Plume dit « J'aime beaucoup cette pensée du Bouddha. Tête grisonnante ne fait pas l'ancien, âge mûrissant et parfois âge pour rien. » Elle est dure, la pensée. Waouh. Et puis Annie, elle assume, elle dit « Je crois que je serais pire que votre mère, Nadine. On me dit que je suis redoutable. » Bon, si c'est vous qui le dites, ma chère Annie, écoutez, nous ne dirons rien. Et puis, c'est frustrant. J'ai un courriel, mais alors c'est toujours, c'est Franc. Je sais pas si c'est François, Françoise, Francine. Essayez d'écrire votre prénom jusqu'au bout parce que c'est un peu frustrant de pas pouvoir le lire. Qui dit « Mais votre mère, au fond, n'est pas une grande comédienne qui, en renforçant constamment votre culpabilité, vous incite à aller au-delà des soins que vous pouvez lui prodiguer. En d'autres termes, l'insatisfaction perpétuelle de votre mère sert sa cause. Alors, pensez aussi à vous-même, vous en faites déjà beaucoup, ayez la conscience tranquille. » Bonsoir Yvonne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous remercie de prendre mon appel parce que je craignais que ça ne vaille pas la peine, c'était pas quelque chose qui ressemblait aux autres. Ah, mais pourquoi dites-vous ça ? Non. Vous savez, on parle de tout dans cette émission, donc non, il n'y a pas de sujet qui ne valent pas la peine. Voilà. Je vis quelque chose qui m'est très difficile à accepter, dont je suis probablement la seule responsable. Quelque chose qui me fait honte et puis qui me met toujours en porte-à-faux et en dehors de beaucoup de choses. C'est-à-dire que, avec le temps, et plus particulièrement depuis un certain temps, j'accumule les choses. Et je vis dans ce que j'appellerais un désordre indescriptible. Quelquefois, j'ai envie de dire dans un taudis qui me gêne énormément pour moi, pour ma vie de tous les jours, qui, lorsque j'essaie de commencer un petit peu à me dire je vais prendre les choses par un bout, je mets encore plus de désordre et je retrouve encore moins les choses. Et
Et puis de temps en temps, là, je me dis, mon Dieu, et si je venais à mourir, et ce désordre, et qu'est-ce que... Alors d'une part, je ne vis pas, je ne peux pas faire rentrer n'importe qui, je peux pas, même si j'essaie de laisser un petit coin, je peux quand même encore recevoir quelques personnes, de temps en temps tout au moins, de manière à peu près acceptable. Mais par exemple, faire des travaux dans la maison, je peux pas les faire parce que je peux pas faire rentrer des ouvriers parce qu'il y a trop de pièces qui sont pas accessibles. Et c'est vraiment dur et je ne vois pas. Je ne sais pas par quel bout m'y prendre. Oh, on m'a déjà dit, c'est facile, tu prends une benne et tu la mets devant la maison. Une benne à ordures. Ce n'est pas une réponse qui m'aide. Oui, non. Tu mets tout dans des sacs et puis c'est parce que tu es trop attaché au passé ou à des tas de choses, tu mets tout dans des sacs et tout à la poubelle. Bon, ça va pas. Tu demandes à quelqu'un de venir t'aider. C'est pas aisé non plus, parce que quand on entre dans des objets, dans des papiers personnels, laisser entrer ou demander à quelqu'un de vous aider à faire ça, c'est pas évident. Vous vivez seul là pour... Là, pour l'instant, je suis seule. Il fut un temps, j'avais un ami qui est décédé maintenant et qui, quelquefois, m'a proposé ses services pour s'y mettre, pour commencer. Mais bon, au bout d'un quart d'heure, je savais plus, je paniquais et puis c'était plus possible. Alors je me dis, c'est quelque chose dont je suis seule responsable, mais qui me handicape drôlement. Oui, on l'entend bien. Ouais. Et qui s'est mis en place progressivement alors. Progressivement, oui. Progressivement, et qui de temps en temps s'accentue, parce que quelquefois, j'allais dire, la cuisine et la salle à manger, elles sont pas parfaites, mais elles sont encore acceptables en général. Mais quelquefois, elles s'envahissent aussi. Et qu'est-ce que vous gardez ? Est-ce qu'il y a des choses que vous gardez plus que d'autres C'est-à-dire que, oui, je garde sûrement beaucoup de choses. Et puis, lorsque j'étais en retraite, j'ai rapporté beaucoup de choses que je n'avais pas triées, que j'ai débarrassé de mes lieux de travail, que je n'ai pas trié, que j'ai mis en vrac comme ça, entre autres au garage. Donc le garage, ça fait 10 ans que je ne peux plus y mettre ma voiture parce que il est envahi. J'ai 2 chambres dans lesquelles, à chaque fois, je pose dessus, et puis je ne trouve plus les choses. Et oui, c'est vrai que peut-être je travaillais beaucoup et que, travaillant beaucoup, quand j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, j'achetais sans chercher ce que j'avais encore. Et donc j'ai accumulé comme ça. Mais maintenant, je sais par exemple que j'ai des draps sans doute pour 3 vies, peut-être même plus, mais j'ai quelquefois du mal à trouver les draps qu'il me faut pour changer mon lit. Enfin, et dans tous les domaines, les papiers, les livres, ça déborde. Je perds du coup les papiers essentiels parce que moi un jour, tout à coup, il arrive quelqu'un. Donc, avant-hier, j'avais commencé à vouloir trier des papiers, je les mets sur la table, il devait venir personne, et puis tout à coup, il arrive quelqu'un. Donc, je reprends tout, je mets tout en pile, et alors là, c'est la catastrophe parce que moi, je ne vais plus rien trouver, quoi. Et je perds des chèques, et je perds tout. Et oui, ça doit être très compliqué pour... parce que par rapport à des papiers, l'administration, vous dites enfin... Donc je perds, j'oublie, je me fatigue énormément à les chercher. Et plus je les cherche, plus je mets de désordre. Et puis c'est la panique qui vient, quoi. Et oui, j'ai perdu vraiment beaucoup de choses déjà. Et puis surtout...
cette impossibilité, à certains moments, quand on me demande quelque chose, de pouvoir le donner, de pouvoir le fournir. Et donc, je sais que les choses sont là, mais je ne peux pas les donner. Et j'ai quelquefois l'impression, ou j'ai quelquefois eu l'impression que qu'on me considère comme pas loyale si je dis que je vais le donner, mais ça traîne, et je peux pas le faire parce que je le trouve pas. Donc c'est vraiment une agression qui vient de partout. Et je ne sais pas. Il y a sûrement peut-être d'autres personnes qui vivent ça aussi, mais je ne vois pas par quel bout prendre ce problème, comment me faire aider, comment me donner des pistes. Là, à l'approche des vacances, des grandes vacances, je me disais, bon, si j'avais un petit peu d'aide, peut-être que je pourrais, j'avais un souci en tout cas d'avancer. Et puis, me retrouvant toute seule comme ça, oui, j'ai passé 2 fois une demi-heure, mais je vous dis qu'ils ont mis encore beaucoup plus de désordre, quoi. Comment vous vous sentez en dehors de ça, moralement, depuis votre retraite? Depuis, je sais pas depuis combien de temps vous êtes à la retraite. Enfin, comment vous vous sentez moralement? Si vous me disiez là que vous étiez, ça vous fatigue beaucoup. Est-ce que vous ressentez souvent de la fatigue? Est-ce que oui, c'est vrai que ce problème-là me pose une fatigue morale, physique, même très difficile, parce qu'il y a les angoisses qui viennent, etc. Bon, d'un autre côté, j'ai quand même, depuis la retraite, là, depuis quelque temps, tout au moins depuis quelques années, repris des activités. J'ai des relations dans des associations, dans des groupes, etc., où je me trouve assez bien et assez active. Mais quand je rentre à la maison, c'est tout. Je peux plus rien. Je fais des projets sur la route. Je me dis, oui, ça je vais le faire en rentrant. Ça je vais le faire. Et puis quand j'arrive, ce n'est plus possible. Mais vous êtes mal chez vous, finalement. Oui, il y a sûrement quelque chose de cela. Oui, vous, au fond, vous faites en sorte d'être souvent à l'extérieur, parce que je suis assez souvent à l'extérieur. Quand vous rentrez chez vous, voilà, vous arrivez à avoir des projets, de l'énergie à l'extérieur en vous disant je vais le faire, et puis quand vous rentrez chez vous, c'est comme si vous étiez paralysé. Tout à fait. Et cette maison, c'est une maison de famille, c'est une maison que j'ai achetée il y a maintenant 28 ans, qui était neuve, neuve, donc et que mais c'est vrai que lorsque je travaillais beaucoup. J'ai eu pendant 20 ou 25 ans plus d'1 horaire et demi. C'est-à-dire que je travaillais un temps complet plus encore un demi-horaire, et je crois que j'aime bien faire beaucoup de choses, donc j'étais active, je faisais, mais j'empilais. Et puis ça s'est pas arrangé, quoi. Non, mais il faut dire que c'est pas très, enfin, il y a des gens qui aiment, ça, mais c'est vrai que c'est pas très drôle, de ranger les papiers. Bon, alors on peut, le faire et dire mais voilà, il faut le faire si on le fait régulièrement, voilà. Mais c'est vrai que, comme vous dites, si on empile et qu'on laisse empiler, ça devient là un travail titanesque. Mais là, c'est cet envahissement des pièces. Enfin, il y a quelque chose qui, maintenant, où vous êtes de fait débordé. Oui, il y a des pièces dont je ne peux plus ouvrir les portes. D'abord parce que je ne pourrais plus rentrer dans la pièce, et puis parce que personne ne peut absolument y mettre son nez. Bon, l'année dernière, par exemple, j'ai eu un petit souci, j'ai dû quitter la maison précipitamment. Il y a des gens qui sont entrés, je suppose qu'ils ont vu un peu, parce que je suppose que les gens qui sont entrés ont dû ouvrir des portes. C'est pénible à vivre aussi. Oui, j'imagine qu'il y a un décalage entre donc la maison
votre maison dont vous nous parlez, cet encombrement des pièces, et vous, votre apparence, qui doit être assez. J'imagine que vous prenez soin de vous, vous êtes soigné. Peut-être pas assez, mais c'est sûr que ça n'apparaît quand même pas sur moi, ça c'est sûr. Je pourrais prendre plus soin de moi, mais c'est sûr que je suis pas comme clocharde, comme la maison l'est, quoi. Et vous avez du mal aussi un peu à vous occuper de vous? Un petit peu, mais je crois que c'est aussi en partie lié à ça. Il faut dire que c'est pas agréable vu l'univers dans lequel vous évoluez. C'est plus très agréable effectivement vous respirez plus quand vous rentrez chez vous. Absolument pas. Puis il y a cette peur, et puis je vous dis la peur de qu'il arrive quelqu'un, cette peur de mourir et de laisser une maison dans cet état, cette peur de... Mais moi je pense qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, et on pourrait se demander, enfin là c'est plus d'un point de vue plus psychanalytique, mais qu'est-ce qui vous encombre autant, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a le subversif qui dit vous êtes pleine de souvenirs, vous refusez qu'on vous emporte d'autres, pourquoi ne pas jeter un œil en vous, enfin... Mais jeter un œil en soi... Alors, il y a Luciole qui dit « Cette dame n'est pas seule à agir de la sorte. Mon époux accumule et rapporte même ce qu'il trouve le soir dans la rue. » Il y a Oiseau de nuit qui dit « Chère Yvonne, ce désordre matériel, je l'ai connu, subi à la suite de ma rupture. Je ne recevais plus personne par honte. Par bonheur, aujourd'hui, je suis guérie grâce à mes proches. » Oui, ça concerne beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup. Ça concerne des personnes. Et il y a des moments où quand on est plus mal, plus abattu, plus déprimé, où on peut se laisser, on sent comme ça, on peut se laisser envahir par les choses, les objets, on n'arrive plus à faire face. On va accueillir Daniel qui est avec nous au 3921. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir aux auditrices et auditeurs, et bonsoir à Yvonne. J'ai entendu donc le témoignage de Yvonne, et il me semble que ça correspond, son problème, à un trouble obsessionnel compulsif d'accumulation. Je crois que le mieux, ça serait qu'elle s'adresse à une association qui s'appelle l'AFTOC, que vous connaissez, je pense. Oui. Et l'AFTOC donc lui indiquerait le ou les psychiatres compétents qui peuvent établir un diagnostic. Voilà. Oui, merci. Mais, oui. Si Yvonne, ça semble pas vous... Le fait qu'on parle éventuellement d'essayer de vous... Parce que vous avez dit à un moment, il faudrait qu'on m'aide. Et c'est vrai que vous avez dit très clairement en même temps que quand des gens vous proposaient une aide matériel, c'est-à-dire en disant on va venir avec une benne ou un camion, ou on va venir. Au fond, vous avez dit cette aide-là, elle ne me convient pas. Et moi, quand j'entends il faut qu'on m'aide, j'ai envie de vous dire oui Yvonne, il faut qu'on vous aide, mais il faut que vous vous aidiez. Il faut une aide, mais une aide qui serait plus psychologique, parce qu'il y a quelque chose d'une souffrance qui se traduit comme ça, par cet aspect comportemental, mais qui est une souffrance plus psychique derrière. Et tant que vous n'aurez pas réglé ça, il faut que vous retrouviez un peu... c'est symptomatique de quelque chose. Et dans quelles conditions ou quel genre d'aide psychologique faut-il chercher ? Je pense que ça peut être intéressant, effectivement, ce que suggère Daniel, de contacter cette association et voir effectivement un médecin psychiatre, dans le sens où il peut, par rapport, il y a quelque chose d'un peu compulsif et de peut-être prescrire un petit traitement qui pourrait déjà atténuer un peu certaines choses. Et
Ce qui n'exclut pas, bien évidemment, parce que je trouve on entend, vous vous exprimez très bien sur une aide par la parole, hein. Pouvoir parler parce que on entend bien la honte que vous exprimez, enfin toute la souffrance que cela induit, vraiment. Ouais. Donc ça, il faut que vous puissiez en parler. Mais à vrai dire, j'ai rencontré un psychiatre qui me dit qu'il peut rien faire pour moi. Comment ça? Que ça vient, qu'il n'y a que moi qui peut faire quelque chose. Alors, j'en suis intellectuellement, je sais bien qu'il n'y a que moi qui. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ben, je sais pas, parce que moi j'aurais. Il n'a pas tort dans le fond, bien sûr que c'est vous dans la mesure où il faut qu'il y ait une alliance avec le thérapeute, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un désir de vous de dire je vais faire quelque chose, c'est-à-dire que si vous venez qu'au fond vous n'êtes pas motivé pour entreprendre une démarche, il ne peut rien faire seul. C'est peut-être cela qu'il voulait vous dire. Alors, c'est sûr qu'il va pas venir avec des sacs vider la maison. Non, ça c'est sûr. Hein, mais bon. Je voudrais, pardon. Oui, Daniel. Je voudrais signaler qu'il existe 3 outils pour s'il s'agit véritablement d'un TOC. Il existe 3 outils. D'abord certains types d'antidépresseurs, des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Mais on va pas les donner tous, mais les antidépresseurs agissent très très bien, oui, sur les TOC. Ça c'est vrai. On va donner les coordonnées de l'AFTOC. Au moins sur internet, AFTOC c'est AFTOC, ça se tient. .club.fr. Association française de personnes souffrant de troubles obsessionnels et compulsifs. Enfin, on vous donnera le numéro hors antenne. Hein. C'est plutôt un psychiatre qu'il faut rencontrer ou un psychologue. Plutôt un psychiatre, parce que c'est plutôt, je pense qu'un traitement pourra un peu vous aider. Mais avec une démarche par la parole derrière, hein. Je pense, Yvonne. Mais je pense qu'il y a quelque chose pour vous aider à sortir. Il y a quelque chose qui relève effectivement je rejoins assez Daniel, hein, de cette accumulation. Si je suis allée le voir, c'est parce que je ne supporte pas et que j'ai envie d'en sortir. Oui, mais peut-être que c'était pas la bonne personne. Hein, et après tout, je sais pas ce qu'il a voulu dire, mais bon, il en existe d'autres. Peut-être vous pouvez contacter cette association et elle verra avec vous dans votre région, vous orienter sur des thérapeutes dans votre région. Bon courage Yvonne, mais ne restez pas comme ça isolée, c'est dur à vivre. Merci beaucoup Daniel de votre réaction. Au revoir. Je vais ajouter que... Au revoir. Allô ?